Peut-être Ernest. Bonjour tout le monde. Peut-être avant de commencer, alors je ne vois pas tout le monde à l'écran, j'aimerais savoir si nos grands témoins de la journée sont présents pour ce webinaire sur le développement des compétences des professionnels, donc à savoir Nathalie Bouvet et Jamal Améziane. Je ne sais pas s'ils sont parmi nous. Oui, moi je suis là. Bonjour Nathalie Bouvet. Ouais. Bonjour à toutes et à tous, je suis là aussi. Ah, super. Merci. Écoutez, 13h32. On va démarrer. Voilà. Écoutez, on est très heureuse avec Anne-Claire de vous retrouver pour ce 3e webinaire. On va se dire maintenant que c'est nos rendez-vous mensuels du 3e lundi. Alors celui-ci peut-être tombe en pleine période de vacances scolaires, donc c'était peut-être pas la meilleure date, mais on a choisi quand même de privilégier cette régularité de rendez-vous ensemble. Alors la dernière fois, on a abordé la dimension plutôt multifactorielle de la précarité énergétique. On s'est demandé comment aller à la rencontre des publics concernés, notamment ceux qu'on appelle les invisibles, qu'on voit le moins. Et c'était fort de témoignages et d'une richesse de témoignages. Et puis, on a décidé ensemble qu'il fallait prolonger cet échange autour de la question des compétences des professionnels. C'est donc le thème sur lequel nous allons échanger aujourd'hui. Cette question des compétences des professionnels, de mon côté, je la rattacherai très volontiers à 2 questions. D'abord, c'est celle qui nous renvoie aux spécificités des publics en situation de précarité, spécificité aussi diversité, parler de personnes âgées, précaires et isolées, parler de familles monoparentales, parler de locataires ou de propriétaires précaires, c'est pas forcément toujours la même chose. Donc la spécificité et les usages de ces publics concernés. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième, c'est aussi qui sont les professionnels. On parle de compétences, mais de quels professionnels parlons-nous? Et de la diversité des professionnels qui devraient être dans une logique de parcours, j'y reviendrai. Sur la logique des usages des publics et des spécificités, on part de l'hypothèse pour lancer nos échanges que la question de la compétence, elle ne peut pas être dissociée de celle d'avoir une compétence relativement fine des publics précaires qui sont touchés par la précarité énergétique, voire de cette forme qu'on pourrait presque appeler un mal logement. Avoir une connaissance de leur comportement, de leurs besoins, de leur relation à la question de la consommation de l'énergie, de leur choix face à des dépenses contraintes qui font que quand parfois on n'a même plus le reste à vivre qu'il faut pour se nourrir, forcément que ça impacte sur les façons de faire et d'être, le pourquoi du fait qu'ils n'optimiseraient pas une consommation d'énergie, donc les habitudes, la vétusté du logement, leur isolement numérique. Enfin voilà, il y a un ensemble de sujets qui me semble que quand on parle compétences, il faut aussi qu'on se dise du coup de quoi ont-ils besoin exactement, quels sont leurs usages. Et cette question-là, moi, je la dissocie pas non plus de la question de la participation. J'y suis particulièrement attachée. La participation fait partie de l'ADN du pacte des solidarités. Être à l'écoute vraiment des publics pour mieux comprendre justement qui ils sont et comment ils réagissent face à cette question de lutte contre la précarité énergétique. Et en conséquence, du coup, que devons-nous leur apporter pour avancer? Et puis, je disais donc aussi que le deuxième volet, c'est la diversité des professionnels concernés. Depuis le début, en fait, dès qu'on vous a proposé de faire réseau ensemble, on s'est toujours dit qu'il fallait décloisonner ce qu'on appelle le monde de l'habitat d'un côté et le monde de l'accompagnement social et professionnel de l'autre. Et donc, quand on parle de compétences, de quels professionnels parlons-nous? Est-ce que c'est exactement les mêmes compétences à mobiliser? Oui, non, en matière de lutte contre la précarité énergétique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la question ne repose pas seulement sur des connaissances de réglementation ou de dispositifs d'aide, elle
quand on parle pauvreté, quand on parle précarité, forcément que ça nous invite à d'autres chemins. Et donc, quand on pose cette question de quelles compétences pour quel professionnel, pour moi, ça pose la question du coup aussi du rôle et des missions dévolues à chacun de ces professionnels dans une logique de parcours. J'avais envie de vous mettre ça en partage. Je ne sais pas si c'est opportun ou pas, hein, c'est vous qui savez, mais il me semble que quand on parle compétences, évidemment, on va se demander la formation, voilà, et quelle modalité. Mais derrière, il y a un peu toutes ces questions-là. Alors, Anne-Claire, peut-être tu peux embrayer. Oui, alors pour compléter, mais vraiment très très rapidement, parce que l'objectif… Pardon ? Je crois qu'il y a le micro qui est ouvert, peut-être. Oui, donc du coup, pour compléter ce que tu disais, Yolande, mais très rapidement pour laisser la place ensuite aux échanges, en tant qu'ancienne actrice de terrain, il y a plus d'une dizaine d'années, qui travaillait auprès des publics en situation de précarité énergétique. Moi, mon inquiétude, c'était d'être sûre, effectivement, mais ça rebondit sur ce que tu disais, de savoir bien repérer ces publics, ce qui rebondit sur la question de la difficulté de la dimension multifactorielle de la précarité énergétique. Donc, être sûr, quand j'étais à domicile ou en questionnement avec des habitants, de poser les bonnes questions pour arriver à repérer les publics. Et également, moi, mon deuxième enjeu, lorsque je devais suivre des formations, c'était d'être sûr de pouvoir, dans un temps limité de formation, parce qu'on a tous des agendas très contraints, d'arriver à trouver des réponses extrêmement précises qui permettaient en fait de mieux accompagner les habitants et de répondre à leurs questionnements en étant au plus près des besoins. Et pour moi, selon moi, en fait, les enjeux de la formation pour les professionnels, c'est ça, c'est d'arriver à avoir des formations qui soient calées vraiment sur les besoins des publics et sur la façon qu'ont les professionnels de travailler, que ce soit effectivement dans le monde du social ou dans le monde de l'habitat. Sophie, si tu veux bien voilà, passer au slide suivant. Donc, avec Yolande, on a pu identifier quatre enjeux principaux, hein, les enjeux de la formation, qu'il est bien de rappeler. Et si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à les faire remonter parce que dans le cadre de formation existante, ça peut amener à faire bouger les programmes ou créer des dispositifs nouveaux. Donc, premier enjeu, c'est ce qu'on disait, mieux connaître les impacts de la précarité énergétique pour mieux identifier les ménages. Ça, c'est intéressant, notamment quand on n'est pas en mesure, en tant que professionnel, de faire autant d'aller vers que ce qu'on le souhaite et qu'on rencontre des habitants, notamment au sein des bureaux, pour apprendre à les questionner, notamment sur les difficultés qui sont amenées à rencontrer à domicile. Savoir reconnaître des personnes en situation de précarité énergétique, cette fois-ci, lors des visites à domicile. Là, on va être sur des formations un peu plus techniques qui vont se baser sur l'observation. Être en capacité de donner des conseils pratiques aux habitants pour diminuer leurs charges tout en maintenant un confort minimal. Donc, ces questions peuvent, par exemple, toucher tout ce qui va être gestes et usages. Notamment, par exemple, la gestion d'un mode de chauffage. On n'aère pas, des choses qu'on dit très régulièrement, on n'aère pas en laissant le chauffage allumé. On n'encombre pas le devant d'un chauffage parce que, du coup, ça ne lui permet pas de rayonner. Et enfin, connaître les aides mobilisables pour accompagner les habitants en situation de précarité énergétique. Alors là aussi, je vous rassure, il ne s'agit pas de transformer tous les professionnels dont ce n'est pas forcément la compétence en chef de projet de l'ingénierie financière d'un habitant, mais pour autant de savoir vers quel partenaire, et c'est ça la force du réseau, pouvoir orienter les habitants pour qu'ils puissent avoir des réponses extrêmement pratiques. Au niveau de ces enjeux, est-ce que vous les partagez? Est-ce que vous en voyez d'autres? N'hésitez pas, hein, même si c'est un peu froid, ça a l'air un peu froid par visio, hein, on est là pour échanger hein, au moment du café. Donc, n'hésitez pas à intervenir. Est-ce que vous voyez d'autres enjeux? Ah, une petite main levée. Oui. Oui, Philippe Michaud pour l'Agence locale de l'énergie et du climat. Peut-être un élément qu'on voit clairement apparaître sur le territoire de la métropole Aix-Marseille, c'est une connaissance, même à minima, de l'organisation des politiques publiques, habitat, rénovation énergétique.
pour comprendre où il est possible, enfin, qui détient la compétence à agir et quelles difficultés ça peut poser le cas échéant. On a le cas de l'expérimentation des Chartreux, territoire zéro exclusion énergétique, impulsé par la ville de Marseille, avec une collectivité ville de Marseille qui elle-même n'a pas la compétence à agir sur l'habitat. Donc ça nécessite des arbitrages. On est hors cadre de la formation des professionnels. Cela étant, avoir en tête quand même de qui a vocation à agir me semble un élément important qui même peut, ça ne fait pas l'objet d'une formation en tant que telle, mais d'une compétence, une connaissance minimum nécessaire, me semble-t-il. Tout à fait. Merci beaucoup. Une autre intervention? Oui. François, du coup, Petit-Pré, d'Énergétique 04. Allumez votre micro. Oui, le micro est toujours éteint, François. De son. Ça ne fonctionne pas. En attendant, peut-être que François teste son micro. Je vois Kira. Alors, attends, j'arrive. Ça s'est affiché. Je vais remettre la conversation pour voir ce qu'elle disait. S'informer en temps réel des décisions publiques et faire une veille. Tout à fait. François, est-ce que ça... Sinon, tu peux prendre la parole un peu plus tard. Bon. Je propose peut-être, Sophie, de continuer. François, ne t'inquiète pas. Du coup, tu auras la parole dès que tu arrives à faire fonctionner ton micro. Donc, les conséquences du montant en compétences des acteurs. Pourquoi c'est nécessaire? On l'a dit en introduction, donc je vais faire très vite. Faciliter le repérage, avoir un accompagnement global de proximité. Effectivement, plus on est renseigné sur les aides et les conseils que l'on peut donner aux habitants, plus on peut faire cet accompagnement global. Des actions aussi de prévention en termes de santé. On l'a vu au webinaire précédent, la précarité énergétique peut avoir de grosses répercussions sur la santé des habitants. Donc, plus on repère des situations de précarité énergétique, plus on évite des problématiques de santé qui s'installent. Hein. Je pense notamment à tout ce qui va être problématique d'affection respiratoire, lombalgie. Une réduction des inégalités sociales. Là, c'est notamment, ça touche notamment tous les effets de la précarité énergétique et pas uniquement la problématique de la précarité économique qui peut s'installer lorsqu'on a de grosses consommations d'énergie, notamment d'électricité. Et effectivement aussi, ça peut être des actions en faveur de la transition énergétique lorsque l'on est sur une meilleure consommation, la rénovation thermique et une meilleure consommation des énergies. Slide suivant, les défis à relever, ne plus jamais, ce qu'on disait aussi en début, ne plus jamais laisser les habitants en bord de route et pouvoir apporter des réponses surtout immédiates aux situations de précarité énergétique parce que bien souvent, les habitants peuvent se trouver baladés d'un dispositif à un autre sans avoir finalement de suivi et arriver à identifier vraiment quels sont les acteurs sur un territoire et quelles sont leurs limites d'intervention, ça permet d'expliquer à l'habitant, lorsque l'on fait un relais en direction d'autres acteurs, qu'est-ce qui va se passer, quel type de réponse il aura, de manière à ce qu'il n'ait pas d'avoir ce sentiment d'être laissé un peu abandonné au milieu d'une foule d'acteurs dont les compétences de son point de vue se juxtaposeraient, alors que non, pas du tout. L'idée, c'est vraiment de travailler ensemble et en relais. Slide suivant. Donc, à quel élément doit-on prêter attention pour opérer des situations de précarité énergétique? C'était, on l'a vu au dernier webinaire, donc les données socio-économiques des ménages et les factures énergie.
Et notamment à l'occasion des visites à domicile, là, on va être plutôt sur de l'observation, donc l'état du bâti, les équipements et les gestes et usages. Donc, en fait, comment l'habitant vit dans son logement. Les pistes de solutions. Donc, tout ça, tout ce que je suis en train de vous montrer, c'est ce qu'il est nécessaire et derrière de savoir, de connaître pour mieux repérer, mieux accompagner. Et derrière, on laissera la parole à nos témoins qui pourront nous dire, par le biais de leur formation, quelles réponses ils peuvent apporter. Donc, les pistes de solutions à apporter au public, bon, on l'a dit tout à l'heure, des conseils en termes de gestes et d'usage. Le recours au chèque énergie, donc je ne vais pas tout vous lire, ce PowerPoint vous sera remis dans le compte rendu. Donc, il vous donne des informations pour celles et ceux qui ne le savent pas, pour donner au public que vous accompagnez, donc comment recourir au chèque énergie. On peut également solliciter des travaux de la part de son bailleur. C'est aussi des conseils que l'on peut donner aux habitants. Et donc là, on en a parlé de cette difficile question de la médiation locataire-bailleur. Et lors du webinaire d'ouverture du lancement du réseau de précarité énergétique, c'était une thématique que vous aviez souhaité voir abordée, qui sera peut-être la suivante, mais ça, on le verra à la fin. Autre piste, les aides mobilisables pour les propriétaires occupants. Donc là, nous vous avons recensé par département de la région PACA qui vous pouviez contacter avec le numéro de téléphone. Donc, ce sont des coordonnées que vous pouvez d'ores et déjà soit afficher si vous êtes collectivité dans les CCAS ou dans les lieux où se font des permanences. Soit à donner directement aux habitants que vous pouvez recevoir dans vos locaux ou que vous allez rencontrer à domicile. Voilà pour cette très courte introduction, mais ce n'était pas tellement nous entendre parler qui allait être le plus intéressant, c'est plutôt écouter les interventions de Nathalie et Jamal. Donc, avant de leur laisser la parole, est-ce que, en termes de formation, par rapport à ce que nous avons pu recenser, vous voyez d'autres sujets qui vous intéresseraient ou qui vous sembleraient être indispensables pour vous de connaître pour mieux repérer, mieux accompagner les publics. Alors, on a Énergétique 04 qui nous dit, par rapport au slide précédent, que pour les Alpes de Haute-Provence, il est préférable de contacter ALT. C'est très bien, merci beaucoup, ça sera modifié. Du coup, est-ce que vous repérez un autre enjeu ou un autre sujet qui serait intéressant, y compris pour les témoins qui font des formations à intégrer dans les programmes de formation existants et qu'on n'aurait pas abordé là? Moi, j'ai une interrogation. Oui. Alors, je ne sais pas si elle est d'à propos parce qu'on ne peut pas tout connaître sur tout. Mais je fais l'hypothèse aussi que parmi les sujets qui pèsent, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a la question des dépenses contraintes. Il y a la question purement aussi budgétaire, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'une question d'usage, de méconnaissance ou de connaissance, il y a une question qu'à un moment donné, de moyens pour faire face. Et donc, je pense aussi que dans l'accompagnement, il y a des choses qu'on voit, alors toujours dans une logique, non pas pour devenir spécialiste de tout ce qui est juste impossible, mais quand on travaille sur la question de la précarité, on a besoin d'avoir une culture un peu globale de la question de l'accompagnement. C'est-à-dire que si on repère que ce qui bloque, c'est un problème de budget ou de surendettement, il faut savoir aussi renvoyer, par exemple, à un point conseil budget ou au process de la Banque de France sur le surendettement, par exemple. C'est-à-dire que je pense que la logique d'orientation-réorientation, elle n'est pas uniquement auto-centrée sur quelles aides, qui le fait, comment on le fait. Il y a un petit background, et il faut savoir jusqu'où on met la barre, qui permet aussi de lever parfois des freins pour s'engager dans la lutte contre la précarité et qui sont à lever sur un sujet qui est connexe. Voilà.
par l'orientation. Donc, à quel point on peut ou pas le prendre en compte quand on parle de compétences, c'est-à-dire, par exemple, un outil comme SoliGuide. Je ne sais pas si vous connaissez, sinon on pourra le diffuser, qui permet d'avoir une vision un peu de l'offre de service. Est-ce qu'il est utile de l'avoir aussi dans son bagage, dans son kit pédagogique? Parce que si on repère que le problème il vient d'ailleurs et qu'il a un impact sur la précarité énergétique, on peut juste renvoyer. C'est clair, hein? C'est clair ou pas? Vous avez le droit de dire que c'est pas clair. Je vois une main levée. Je ne sais pas si c'est pour répondre à Yolande. Donc, je vois une main levée pour Antoine Alberto. En tout cas, c'est ce dont ça apparaît. Oui, effectivement. C'était juste avant l'intervention de Yolande. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole? On a des problèmes de micro. Oui, on ne vous entend pas. C'est les joies de l'informatique. En attendant qu'Antoine arrive à établir le son, je le présente. Il est avec Stéphane Basset. Ils sont tous les deux les référents précarité à la LEC depuis peu. Voilà. OK. Sachant que nous n'intervenons pas en direct, on n'est pas opérateur direct sur la précarité énergétique. Ils sont donc référents. Antoine, si tu arrives à activer. Parfois, c'est un problème de... Si vous êtes sur grand écran, il m'arrive moi aussi d'avoir ce genre de souci. Vous désactivez vous débranchez le grand écran et en passant sur l'ordi, ça devrait activer. Là, vous nous entendez? Oui. Voilà. Ah, bravo. N'est-ce pas? Bonjour, alors moi c'est Stéphane Basset, comme le disait Philippe, donc référent à la LEC, voilà, pour la précarité énergétique. Mais dans d'autres structures, j'ai travaillé pas mal, en tout cas sur ces sujets, d'accord, sur le terrain. Et une des grosses difficultés, puisque moi je travaillais souvent sur des dossiers de travaux lourds, de rénovation énergétique, une des grosses difficultés, puisque généralement c'était des gens qui n'avaient aucune capacité de financement, c'était d'aller, une fois qu'on avait été chercher toutes les aides possibles, d'aller chercher le reste à charge. Oui, bien sûr. C'est une des barrières, parce que les gens, vous les emmenez sur les travaux, ils sont d'accord pour... le problème, il est là, il est le reste à charge. Et aller chercher le reste à charge, une fois qu'on a épuisé, entre guillemets, toutes les aides officielles. Donc moi, je sais que, bon, dans d'autres structures, je travaillais donc beaucoup avec EcoHabitat, avec AG2R, avec voilà, toutes ces structures-là, pour aller chercher ce reste à charge. Alors, je vous rejoins totalement, et c'est d'ailleurs un sujet qui est ressorti lors du webinaire de lancement, comme un sujet majeur qui fera l'objet d'une thématique principale. Et si vous voulez venir témoigner, je lance la perche, ce sera avec grand plaisir, parce qu'on n'est pas là pour dire que tout marche bien et présenter des solutions pour tout, on est également là pour faire remonter des difficultés, parce que si on se les pose, après derrière, peut-être qu'on pourra trouver ensemble des solutions, y compris des solutions qui n'existent pas pour l'instant, mais en tout cas les faire remonter. C'était aussi dans le même esprit que j'abordais cette question de dépenses contraintes, quoi. C'est-à-dire, à un moment donné, cette question, quand on travaille sur la précarité, forcément, elle revient. Et donc, comment on les dépasse? Oui. Là, on a... Excusez-moi, on a un problème d'écran. Oui, là, on a tous... On ne voit plus rien. Pas plus rien. Alors, attendez. En haut, là. Voilà, mais là... Vous nous voyez bien, vous, parce que nous, tout d'un coup, on a un autre écran qui apparaît. Oui, très bien. Je vous vois bien. Un peu fun, hein. Heureusement que vous ne voyez pas tout ce qu'on voit, nous. Alors, attendez. Je crois que c'est aussi tactile. Faire de manière tactile. Il y a Françoise, en attendant, dans le chat, qui disait aussi qu'elle aurait ajouté dans les enjeux connaître les différents seuils. Je crois que c'est ça. Les différents seuils de dégradation de l'habitat, les textes applicables, ainsi que les différents organismes, institutions
et institutions compétentes en fonction des cas, mairie, préfecture. Et Kéra rajoutait que dans l'indispensable aller vers, quartier par quartier et village par village, faire des temps forts, chaque ville ou communauté de communes a sa propre entrée, faire une liste. Donc, alors je vais reprendre, alors j'ose même plus bouger la souris parce que ça a tout fait bouger. Je vais reprendre par rapport à l'aller vers, par exemple, que Kéra aborde. Donc, et pour remettre en lien avec la formation, ce sont des pratiques peut-être qu'il faudrait diffuser plus largement aux acteurs pour qu'ils utilisent ce mode d'intervention. C'est à ça que tu pensais, Kéra? Exactement. Exactement, parce qu'en fait, bienvenue au réseau, à tout le monde. Heureusement qu'il y a un réseau. Mais quand on est sur le terrain, force est de constater qu'on n'aborde pas les QPV de Marseille comme on apporte les QPV de Toulon, de Nice, du 04 et du 05, s'il y en a encore. 83, pareil. Avignon, c'est différent. Voilà. Donc ça, ça demande des formations, ça demande de la formation pour les postures, pour plein de choses, quoi. Et tu penses que c'est plutôt des formations à destination du coup des acteurs de terrain, toujours pareil, quel qu'il soit, social, habitat, ou ce serait plutôt des sensibilisations des collectivités à ce type de pratique qui serait bien, qui soit intégré dans des dispositifs? En fait, c'est l'histoire de la confiance, de gagner la confiance, voilà. Une fois que le ménage a dit oui, ça y est, c'est gagné, quoi. Bon, après, il faut le suivre, mais c'est déclencher et rassurer les gens pour pouvoir faire, par exemple, des travaux. Dans le 84, dans le Vaucluse, j'avais beaucoup de femmes, de paysans, qui vivaient toujours chez leur employeur, enfin, voilà, et dans des conditions pas possibles. Alors, il fallait aller doucement les voir dans quelles conditions elles vivaient, et ne pas oublier tout ce qui est le monde agricole, quoi, parce que c'est eux les plus isolés, quoi, tout ce qui est MSA et autres. Alors, on ne vous entend plus. Le micro, pourtant, est ouvert. J'appelle David. Un instant. Donc, en attendant ce petit réglage technique, est-ce que je passe la parole pour la présentation suivante? Allez, c'est parti. Donc, par exemple, compagnon bâtisseur ou EDF, comme vous souhaitez. Si vous êtes là, vous en visio de l'autre côté, je vous partage la slide. Comme tu veux, Nathalie, je te laisse la priorité. Allez. Du coup, j'attends la présentation. Voilà, parfait.
Alors, moi, je vais donc bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Nathalie Bouvet. J'interviens au sein du pôle solidarité d'EDF. Je vais peut-être un peu resituer le contexte parce que peut-être que pas tout le monde ne connaît le pôle solidarité. Ce pôle solidarité, qu'est-ce que c'est? C'est un accès qui est dédié aux acteurs sociaux, donc à tous les professionnels qui accompagnent des personnes qui seraient en situation de précarité énergétique et qui rencontreraient des difficultés de paiement sur les factures d'énergie. Donc, ce pôle solidarité, vous ne retrouvez le numéro de téléphone nulle part, puisqu'il n'est accessible qu'aux professionnels. Et donc, vous avez des conseillers qui ne font que ça, qui répondent qu'aux accompagnants sociaux. Alors, quand on dit accompagnants sociaux, c'est l'ensemble des acteurs sociaux. Ça peut être des travailleurs sociaux, ça peut être des médiateurs, ça peut être aussi des bénévoles d'associations. Et donc, l'idée, c'est de trouver une solution avec la famille. Nous, on a besoin de vous pour le repérage des familles en difficulté. On peut mettre des solutions en place, mais à partir du moment où vous nous contactez. Et pour pouvoir nous contacter, je pense que voilà, ça passe par une partie formation, c'est-à-dire que les acteurs qui nous contactent sont ceux qui savent dans quel cadre nous contacter, ce qu'on peut apporter nous au niveau du pôle solidarité, la manière dont on travaille et comment est-ce qu'on le fait. Souvent, les travailleurs sociaux interviennent sur de nombreux domaines, hein, l'accès au droit, le logement, etc. Nous, notre domaine de référence, c'est l'énergie. Donc, c'est apporter la connaissance qu'on a sur ce domaine-là et sur la précarité énergétique vis-à-vis des acteurs sociaux, de manière ensuite à faciliter les échanges. Je pense qu'il y a un point qui est essentiel pour moi. Prendre le temps de cette formation, c'est gagner du temps ensuite plus tard. Parce qu'on sait comment faire et comment accompagner ces personnes-là. Donc, en complément du travail des conseillers, nous sommes 4 correspondants à intervenir sur le périmètre, nous, d'EDF Solidarité Méditerranée. Donc, ça comprend 11 départements qui vont de Nice à Perpignan. Donc, vous avez ici, moi, mes coordonnées. J'interviens moi-même sur le Var, les Alpes-Maritimes et les Alpes de Haute-Provence. Et nous, notre travail de correspondant, eh bien, c'est d'être sur le terrain auprès des acteurs sociaux. À partir du moment où on est amené à travailler ensemble, on signe une convention de partenariat pour bien cadrer les données qu'on est amené à échanger vis-à-vis des personnes que vous accompagnez. Et à partir du moment où on a cette convention de partenariat, on est à disposition du partenaire pour ces fameuses formations. Alors moi, j'aime bien parler de formation, d'information, d'échange, parce que c'est vraiment les trois à la fois. Quand on intervient auprès d'un partenaire, il peut également lui-même inviter ses propres partenaires. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, si on intervient auprès d'un CCAS, ça peut être intéressant qu'il convie d'autres CCAS ou également des associations avec qui interviennent sur un même territoire. Ça crée en fait un échange et lors de ces formations, mais il y a toujours des échanges qui sont faits soit sur un même territoire, soit auprès d'organismes qui sont identiques et qui peuvent avoir les mêmes problématiques et parfois aussi les bonnes solutions. Voilà. Et l'idée, c'est qu'on puisse échanger. Nous, on monte les modules de formation, justement ce qu'on disait tout à l'heure, en fonction du public que l'on a. On ne va pas présenter la même chose à des travailleurs sociaux qu'à des bénévoles d'associations. Ils n'ont pas les mêmes besoins. Donc, c'est vraiment constituer des modules de formation en fonction du public de professionnels que nous avons, du niveau de connaissance également, et puis du besoin de ces professionnels. Ce qu'on ne peut pas faire en tant que correspondant, c'est vous donner d'informations sur des situations de famille que vous accompagnez. Tout doit être tracé dans le dossier de la personne. Et donc, effectivement, ça, c'est bien du ressort des conseillers. Donc, nous, on est vraiment là, correspondants, pour être le relais entre les travailleurs sociaux et le pôle solidarité d'EDF. Pour vous montrer un petit peu sur le slide suivant, voilà les thèmes sur lesquels nous pouvons intervenir. Donc, on a listé sur 3 blocs différents, mais vraiment, j'insiste sur le fait qu'on constitue les modules en fonction de ce qui vous intéresse, du temps imparti et du niveau de connaissance. Mais par exemple, pour vous donner un exemple de module sur lesquels on intervient quand on a un nouveau partenaire, c'est présenter toute la politique solidarité d'EDF. Encore une fois, ce que peuvent vous apporter les conseillers, c'est-à-dire que lorsque un professionnel est face à une famille qui rencontre des difficultés de paiement, comment savoir qui contacter, comment faire, etc. Voilà. Donc, c'est tout ce qui est abordé lors des formations.
On va pouvoir également parler des autres partenariats qu'on peut avoir sur un même territoire, parce que ça peut donner aussi des idées à d'autres partenaires. Il y a toute une partie également contexte réglementaire. On intervient dans un contexte qui est très réglementé, hein. On a par exemple le contexte de la trêve hivernale, avec des procédures, nous, qui sont bien spécifiques et qui ne sont pas les mêmes en période de trêve hivernale et en dehors de cette trêve hivernale. Le chèque énergie, c'est pareil, ça fait partie un petit peu de ces trois thèmes dont je viens de vous parler. C'est un petit peu, pour moi, je pense, la base, si vous voulez, du partenariat. Voilà, réaborder ces thèmes-là parce qu'ils sont essentiels. Le chèque énergie, il est attribué automatiquement. Pour autant, il y a 20% des chèques chaque année qui ne sont jamais utilisés. Donc, ça représente par département un nombre de chèques qui sont conséquents. Donc, je pense qu'on a un rôle à jouer pour sensibiliser les professionnels qui eux-mêmes vont sensibiliser les familles. Donc ça, c'est toute une première partie de thèmes un peu réglementaires sur lequel on peut intervenir. Vous en voyez d'autres, hein, la facture, les compteurs, le pass, etc. Et on a ensuite un autre volet autour de la consommation d'énergie, hein, qui est également très, très important. Comment maîtriser sa consommation? Donc là, on peut intervenir de différentes manières auprès des professionnels de l'action sociale. On a soit des modules de formation qui sont des PowerPoint, où on va passer en revue tous les équipements électriques qu'on peut retrouver dans un logement, le chauffage, l'eau chaude, le lavage, le froid, etc. Et l'idée, c'est d'expliquer comment se servir des appareils, quels sont les bons gestes pour moins consommer. Je pense que c'est important d'apporter cette connaissance-là aux acteurs sociaux. C'est plus facile ensuite pour eux, quand on a la connaissance pour soi, d'expliquer ensuite aux familles qu'on accompagne les bons gestes à avoir et justement savoir repérer dans quel cas il peut y avoir des problèmes en termes de consommation. On a aussi l'application EDF et moi qui est, je pense, un très bon outil pour suivre sa consommation. Les kilowattheures, ça parle à personne. Pour autant, quand on peut connaître aujourd'hui sa consommation en euros de la veille, je pense que c'est aussi un outil et sur lequel on doit communiquer aux professionnels pour justement aider les familles qui sont en difficulté. Je veux bien qu'on passe au slide suivant. On a ensuite, je vous parlais tout à l'heure de la maîtrise de la consommation. Donc, ça se fait soit à travers des PowerPoint. On peut également utiliser deux outils ou les mettre à disposition de nos partenaires qui souhaiteraient intervenir auprès du public. On a deux types d'animation. On a la MAEM Box. Alors, MAEM, ça signifie Mon appart éco-malin. C'est une boîte de jeu qui reprend toutes les thématiques des équipements, le froid, le chauffage, l'eau, etc. On constitue deux équipes. Une équipe pose la question à l'autre. On a des cartes. La bonne réponse est notée sur la carte. Et il y a toujours un petit commentaire. Et l'idée, c'est de challenger les deux équipes. Et ça, en tant que professionnel, si vous souhaitez faire des interventions auprès du public, l'animation, c'est très facilitant pour l'animation. Ça se fait assez facilement et les équipes se prennent facilement au jeu. Le jeu est un prétexte, en fait, pour parler d'économie d'énergie et c'est, comme je vous disais, assez facilitant. On peut également mettre à disposition du matériel, un petit peu de matériel éco-geste pour récompenser les participants, les familles qui auraient participé à l'animation. Et deuxième type d'animation possible, on a la même chose mais sous format digital, donc ça s'appelle la MAEM Digital. Donc c'est un lien qu'on peut mettre à disposition également de nos partenaires. Le principe est sensiblement le même, l'animation ne se fait pas de la même manière. On constitue encore une fois deux équipes, donc ça nécessite un ordinateur, hein, donc ça c'est à disposition, voilà, au choix du partenaire. On se promène dans les pièces, dans des pièces d'un logement. On a des pastilles vertes et des pastilles oranges que vous voyez en dessous. Et en fait, en appuyant sur les pastilles, on a une question qui apparaît. Trois réponses apparaissent. Il faut cocher la bonne réponse. Et automatiquement, ça comptabilise les points de l'équipe orange et de l'équipe verte. Donc, encore une fois, c'est un prétexte et c'est facilitant si ensuite vous souhaitez faire des animations à destination du public sur toute cette thématique-là de la maîtrise de l'énergie. Donc, voilà un petit peu le panel, nous, des formations et la manière dont on intervient. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ou est-ce que c'était… Je ne sais pas si vous m'entendez cette fois-ci. Oui. Voilà. Super. Moi, merci beaucoup pour ta présentation. Moi, j'ai
J'ai une question, du coup, pour solliciter pour ce type de formation. C'est très simple, il suffit de téléphoner, Alors, il suffit de prendre contact avec le correspondant là, sur la carte qui est affichée, là, l'un des 4 correspondants. Si on est déjà amené à travailler ensemble, on acte le partenariat par une convention de partenariat. Donc, il suffit de signer une convention de partenariat. Et à partir du moment où on a cette convention, c'est qu'on est amené à travailler ensemble. Nos formations sont à disposition. Donc après, il suffit, c'est une question de calendrier et d'agenda, parce que vous avez vu qu'on a des territoires qui sont plutôt vastes. On essaie de regrouper, bien évidemment, le nombre de participants. Donc c'est pour ça que l'idée qu'un professionnel puisse convier lui-même ses partenaires ou des structures qui sont identiques à la sienne, au-delà du fait que c'est très intéressant parce qu'il y a des échanges, c'est aussi voilà, pour qu'il y ait un minimum de 10-15 personnes sur les formations, voilà, pour rentabiliser, si vous voulez, voilà, nos déplacements, optimiser, pouvoir répondre à tout le monde. Et une question également pratico-pratique, mais qui peut être un frein pour des petites structures, y compris des CCAS. Ces formations, du coup, après la convention de partenariat qui est faite, elles sont gratuites et c'est une question. Et la durée, parce que souvent, on a aussi le questionnement de mobiliser des acteurs sur une durée d'une journée, etc. Est-ce que ce sont des formations plutôt courtes, plutôt longues? Alors, les formations sont entièrement gratuites, entièrement. Après, sur la durée de la formation, encore une fois, comme on est sur des territoires qui sont plutôt vastes, on est souvent sur 2-3 départements. C'est vrai que si on a un temps de déplacement, moi personnellement, je sais que c'est rare que je fasse des formations qui durent moins de 2 heures. D'accord? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on réunit, c'est déjà pas forcément évident de réunir au sein d'une structure des professionnels. Je pense que c'est voilà, c'est apprécié également le fait que ce soit sur une durée qui soit pas trop courte. Voilà, moi je trouve que 2 heures, c'est un bon temps de formation. Après 2 heures, 2h30, voilà, je trouve qu'au-delà, ça peut être un peu lourd pour le professionnel aussi. Il faut avoir l'attention voilà, suffisamment. Et c'est aussi intéressant, si vous voulez, de faire des premiers modules. Voilà, on choisit un petit peu les thèmes qui intéressent et qui sont le plus appropriés, quitte à revenir peut-être 6 mois après, parce que d'abord, ça permet de digérer la première formation, de mettre en application ce qu'on a pu voir, et puis d'intervenir peut-être à nouveau s'il y a d'autres besoins. Mais après, on n'est pas, voilà, c'est vraiment un choix du partenaire. Enfin, c'est vraiment à caler avec entre le partenaire et le correspondant la durée de la formation. Trouve ça, après je vous laisse parler, je trouve ça intéressant du coup dans cette formule parce que du coup un temps de 2h, 2h30, c'est un temps qui peut s'inscrire dans le cadre par exemple d'une réunion d'équipe, qu'on soit un acteur public ou un acteur privé. Et du coup, la formation ne devient plus un frein ni en termes de temps, ni en termes de coût. Et ça, franchement, je ne suis pas certain que tous les acteurs privés ou les collectivités soient informés. Donc, du coup, on va, si tu permets, diffuser largement cette information. Oui. Est-ce que vous connaissez… Oui, juste pour compléter, on intervient souvent d'ailleurs dans des réunions de service. Alors, quand je dis 2h, 2h30, parfois, c'est vrai que dans le cadre de réunions de service, ça peut être un peu plus court. Encore une fois, on adapte le discours en fonction du temps que l'on a et des thèmes qui sont abordés. Voilà. Est-ce que vous aviez connaissance, par curiosité, vous qui êtes présent là, de ce type de formation? Est-ce que, du coup, vous pensez y faire appel peut-être? Et est-ce que vous connaissez le pôle solidarité? Parce que je ne suis pas sûre. Aussi. Voilà. Alors, mettez la petite main levée si vous connaissez. On voit qui connaît, qui ne connaît pas. On repère. J'ai vu quelques noms que je connaissais. Bon, voilà. 10. Attends, est-ce qu'on peut arriver à voir? Il y a la 10. Tu les vois. Ouais, la 10. 10. Voilà, 10 personnes. Voilà, ouais, un tiers. Un tiers. Ah, c'était quand même une information importante à diffuser. Et oui. Ok, très bien. On rencontre tous les jours des partenaires qui ne nous connaissent pas, c'est-à-dire qui ne nous contactent pas par manque de connaissances. Et donc, enfin, voilà, la thématique de la formation est essentielle. On peut nous contacter si on sait ce qu'on fait et comment est-ce qu'on le fait. Voilà.
Et moi, j'ai une autre question, c'est que à la fois, vous avez bien dit au départ que c'est des formations adaptées en fonction du public cible et du professionnel. Après, vous avez dit à un autre moment, par exemple, en prenant l'exemple du CCS, ils peuvent inviter leurs partenaires. Donc, ma question, c'est, dans votre pratique de terrain, qu'est-ce qui vous semble le plus fonctionner? Une formation un peu interne, genre réunion d'équipe, c'est-à-dire c'est pour la structure, ou d'aller vers des formations plutôt intercatégorielle, interprofessionnelle, où on a une approche plus territoriale et on met un ensemble de partenaires autour de la table, physique ou virtuelle d'ailleurs. Alors, moi, j'aime bien voilà, qu'on puisse échanger et j'aime bien les formations où il y a différents partenaires. Après, ça dépend surtout de la taille de la structure. C'est-à-dire que si vous avez une structure où il y a déjà 15 professionnels, c'est compliqué aussi de convier d'autres professionnels. Enfin, on arrive après voilà, à un nombre où c'est plus un échange, c'est vraiment du descendant. Donc, ce qui est un peu moins approprié. Voilà, moi, je trouve que si on ne dépasse pas 20-25 personnes, c'est bien. Voilà. Pour qu'il y ait justement cet échange-là. Voilà. Merci beaucoup pour cette intervention. Est-ce qu'il y a des questions en direction de Nathalie ou on passe la parole à Jamal? Alors, il y a des mains encore levées, mais on ne sait pas si c'est les anciennes mains levées ou c'est pour… Donc, baissez la main si c'était pour avant et puis relevez-la si c'est pour maintenant. Ah, il y a quand même 2 mains levées, hein, apparemment. Mais Jamal a aussi une main levée, je crois. Oui. Donc… Il y a peut-être quelque chose à dire. Non, bon, pas de… à part que le service solidarité d'EDF est super, les formations sont très bien faites, on voit beaucoup de sujets différents. Je trouve que c'est vraiment un super outil qu'il faut mobiliser. Merci. Merci, Jamal. Alors, est-ce qu'on laisse la parole à Jamal ou une intervention? Moi, je voulais bien intervenir. Ah, Kéra, je t'écoute. On t'écoute, pardon. Mais bien sûr que j'appuie les dires de Jamal concernant l'EDF Solidarité. Parce que franchement, elle m'accompagne lors des campagnes du HAPI et on trouve toujours des moyens et des partenaires pour pouvoir faire les formations. Le seul truc, c'est qu'elles sont pas, ils sont pas beaucoup les partenaires EDF, donc il n'y en a pas beaucoup sur chaque territoire, il y en a un ou deux. Donc c'est pour ça que ça mériterait que ça soit un peu plus connu. Et juste mon intervention sur le chèque énergie, nouvelle disposition, l'automatisme pour les nouveaux ménages éligibles au chèque énergie, eh ben, il est pour l'instant perdu, voilà. Donc, ça veut dire qu'il faudra qu'on dise aux nouveaux ménages éligibles de faire eux-mêmes la démarche pour la demander le chèque énergie. Voilà. C'est la dernière info que j'ai eue. C'est mis en application parce que moi, il me semblait que c'était en cours de réflexion. C'était une menace imminente, mais… Il me semble… Toi, tu as eu l'information que ça… En fait, j'ai compris qu'il fallait faire des économies, quoi. Oui. Donc, toi, tu as l'information. Ce n'est pas une question. Alors, je vous chercherai la réponse et puis je la donnerai à Anne-Claire pour diffusion. Ce n'est pas une question d'économie pour le coup. Parfois, c'est une question d'économie, mais là, ce n'est pas une question d'économie, c'est une question technique. Et je me demande si ce n'est pas lié à la réforme de la solidarité à la source. Je sais que effectivement la délégation interministérielle à la prévention et lutte contre la pauvreté m'a dit que il y avait une difficulté là sur le chèque énergie pour opérer du fait des modifications, mais c'est pas pour faire des économies, c'est vraiment technique. Donc il faut que je regarde où ils en sont exactement. Ok, du coup, Yolande communique. Mais c'est vraiment ça qu'ils appliqueront pour 2025. Ça veut dire encore aller chercher les gens et encore les informer. Oui, non, c'est pour ça qu'il y avait une vraie interrogation pour nous là-dessus. Parce que dans les mesures nationales pour le pacte des solidarités, il y a la question du chèque énergie et on avait cette difficulté, mais qui n'est pas liée à un problème de volonté, qui est liée vraiment à une modification. Donc, il faut que je vous trouve, faut que je vous explique exactement. Je ne l'ai plus assez en tête pour vous l'expliquer. On vous mettra la réponse.
On vous mettra la C'est réponse ça, dans le compte notamment. rendu et on pourra le réaborder la Ouais, prochaine je vais fois si mettre vous un le, petit SMS, si vous on le sait jamais, souhaitez. Hein. Julie. Pas de souci. Très bien, très bien. Merci Kira pour l'information. Jamal, donc du coup, Jamal va nous présenter une formation qui est le cadre dans lequel elle se déroule d'ailleurs. Jamal, je te laisse la parole. Merci Anne-Claire. Donc, je vais vous parler de la formation e-énergie qu'on dispense à la destination des professionnels de l'accompagnement du secteur social, médico-social et de l'habitat. Alors, c'est une formation qui se déroule de manière assez équilibrée entre des apports théoriques et des situations qui ont été vécues sur le terrain, puisque la personne qui réalise cette formation a énormément d'anecdotes sur le terrain et ça permet de donner du corps à la formation. Donc, il s'agit de faire monter en compétence les professionnels de l'accompagnement via le repérage des points de déperdition, l'identification des appareils énergivores, bien conseiller les habitants sur l'utilisation de leur logement, de leurs appareils, mobiliser les dispositifs présents sur les territoires, comme le dispositif Bien chez soi sur la métropole de TPM, qui permet d'accompagner les propriétaires occupants très modestes. Donc, cette formation va s'axer sur trois pôles. Le bâti, donc on va identifier la nature et l'état du bâti. Donc, par exemple, des murs poreux vont faciliter des infiltrations d'air ou des infiltrations d'eau. On va travailler sur la nature et l'état des équipements présents dans le logement. S'il y a des moyens de chauffage inadaptés comme les poêles à pétrole, il va y avoir tout un travail de pédagogie qui va être mené auprès des habitants pour leur expliquer que ce n'est pas le meilleur moyen de chauffage et c'est peut-être même le pire. Et de manière pédagogique, essayer de les amener vers un système de chauffage qui soit pas énergivore et qui n'ait pas d'impact négatif sur la santé des habitants. Et on va travailler bien sûr la question des usages et des bons gestes à appliquer dans le logement, notamment l'utilisation des heures creuses, mais pas que. Hein, il y a des travaux d'entretien locatif qui sont indispensables. Par exemple, entretenir sa ventilation. Donc, on va travailler avec les habitants sur ces trois axes-là. Donc, comme on intervient sur ces trois axes, on essaie de montrer aux professionnels l'approche à avoir, la meilleure approche à avoir quand on est face à une personne qui est en situation de précarité énergétique. Donc, elles vont rapidement, grâce à la formation, identifier tous les points de déperdition, tous les points de précarité énergétique. Et bien entendu, on l'a dit assez rapidement, et puis il va y avoir un module consacré à ça. Il peut y avoir des médiations avec les bailleurs, puisqu'on sait que la précarité énergétique entretient des liens étroits avec la non-décence. Ça passe par des médiations avec les bailleurs, donc pour leur demander de réaliser leurs travaux conformément au décret du 30 janvier 2002. Et si les bailleurs ne font pas les travaux, il peut y avoir un signalement au pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne. Il peut y avoir des signalements aussi, puisque le professionnel de l'accompagnement, en étant à domicile, en ayant cet œil énergie, va identifier tous les désordres dans le logement et potentiellement peut repérer des situations de danger pour les habitants, où il va y avoir un signalement de péril qui peut être fait auprès de la commune, une suspicion d'insalubrité qui peut être faite auprès de l'ARS ou d'un service communal d'hygiène et de santé si la commune en est dotée. Donc, cette formation-là, elle s'inscrit dans le cadre d'une action globale intitulée Plateforme de prévention et de lutte contre la précarité énergétique. Donc, c'est une nouvelle action qui est mise en place sur la métropole de TPM, Toulon-Provence-Méditerranée, par laquelle on accompagne des habitants sur des éco-diagnostics complets des logements et sur le volet formation pour former des donneurs d'alerte qui seraient susceptibles d'identifier et d'orienter des publics en situation de précarité énergétique. Donc, c'est une formation qui est financée par l'État, la région Sud-PACA, la métropole TPM, la métropole MPM. On réalise cette formation sur de nombreux territoires de la région. Et on a d'assez bons retours globalement des partenaires qui viennent faire cette formation. Elle est dispensée par ma collègue Catherine Petit, donc peut-être que certains d'entre vous la connaissent.
C'est un peu notre madame formation, compagnon bâtisseur. C'est elle qui gère tout ce qui est formation précarité énergétique, habitat santé, punaise de lit, Diogène. Donc voilà, c'est pour la formation. Alors elle est réalisée soit par session de 4 heures, soit en session de 7 heures. Alors 7 heures, ça peut vous paraître énorme, mais ça ne l'est pas. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, les formations sont agrémentées d'expériences de terrain et ça laisse vraiment le temps aux participants de poser leurs questions, d'avoir un réel échange avec les participants. On a un format plus réduit de 4 heures pour s'adapter aussi aux travailleurs sociaux qui n'ont pas forcément les disponibilités pour se mobiliser une journée tout entière. Pour autant, que ce soit à 4 heures ou à 7 heures, tout est fait pour que le professionnel de l'accompagnement puisse avoir l'œil énergie à l'issue de la formation. C'est bon, Jabal? Oui, alors si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Donc, si je résume, en fait, la formation que vous proposez, c'est une formation qui est peut-être un peu plus technique, puisque il y a l'aspect bâti et l'aspect équipement, et plutôt destiné aux professionnels qui vont à domicile, cette fois-ci. Voilà. Tout à fait. Et le frein, qui est pas un frein, parce que, enfin, qui peut être un frein si on manque de temps, etc., c'est que contrairement à EDF, donc, qui propose des formations d'1h30, enfin, disons 2h, 2h30, mais qui peut s'adapter, là, c'est un programme un peu plus long, donc, qui nécessite des structures ou des collectivités qui veulent former ce que tu as évoqué comme étant des donneurs d'alerte. Donc, du coup, il faut prévoir un temps de formation un peu plus long. Mais je trouve intéressant quand même qu'il y ait des métropoles, alors que ce soit Aix-Marseille-Provence ou Toulon-Provence-Méditerranée, qui est souhaité former ces donneurs d'alerte. Je parle pour les métropoles, sans parler bien évidemment de l'État et de la région, donc des collectivités au sens large en plus de l'État, qui souhaitent localement vraiment axer leur politique de lutte contre la précarité énergétique sur cet axe-là, sachant que l'on sait que mobiliser les partenaires publics, c'est compliqué au niveau des agendas de ce qui a pu être remonté comme difficulté. Tu voulais compléter? Est-ce que vous avez des questions? Donc là, on a deux exemples des formations qui se complètent. On voit que sur certaines collectivités, ça se mobilise. Donc, il reste à espérer qu'en complément de l'État et de la région, il y ait d'autres collectivités qui, sur les autres départements, puissent se mobiliser sur une action de formation, peu importe l'action de formation, mais suivre, je trouve, ces exemples-là. Alors, si je peux compléter, alors je me réjouis que la métropole TPM vienne sur cette thématique-là et sur une action sur deux axes, sur l'accompagnement individuel et sur de la formation. Il faudrait que d'autres collectivités, notamment des communautés d'agglomération varoises, puissent aussi voir ce travail qui a été fourni par TPM et par l'État sur cette thématique-là. Alors, on a énormément de situations de précarité énergétique. Moi, je suis directeur de projet sur le Var et les Alpes-Maritimes. Et sur chacun des deux territoires, on a énormément de situations de personnes en situation de précarité énergétique. Et il y a trop peu d'actions, d'accompagnement à la lutte contre la précarité énergétique. Ce qu'a fait TPM, c'est très bien, surtout qu'en plus, on passe par une plateforme qui s'appelle Bismart, qui est censée faciliter les orientations, les repérages des personnes en précarité énergétique. Donc, si ça pouvait faire boule de neige sur la communauté d'agglo de la Provence verte, par exemple, ou sur Estéral Côte d'Azur agglomération, ce serait très bien et ça nous éviterait d'avoir des travailleurs sociaux qui nous disent est-ce que vous pouvez accompagner sur tel secteur parce qu'on a énormément de demandes.
ça génère des frustrations. On a des travailleurs sociaux qui sont frustrés parce qu'ils ne peuvent pas répondre aux attentes des habitants. Et on en parlait tout à l'heure, hein, être à l'écoute des publics. C'est un peu ça, être à l'écoute des publics, être à l'écoute des travailleurs sociaux. Donc, si j'avais quelque chose à dire pour conclure, c'est le développement d'actions de lutte contre la précarité énergétique, qui reste encore trop peu nombreux sur les territoires. Et cette action est financée dans le cadre du pacte des solidarités, c'est ça? Tout à fait. Dans le contrat local des solidarités, oui. D'ailleurs, il faudrait regarder dans tous les contrats locaux, là où on a précarité énergétique, si on peut diffuser. Est-ce qu'il vous arrive d'être sollicité par le CNFPT pour monter un module formation lutte contre la précarité ou vous demandez d'intervenir? Est-ce que vous savez si le CNFPT développe une offre? Alors, j'ai ma collègue Catherine Petit qui a été contactée par le CNFPT pour dispenser des formations. Alors, j'ai pas toutes les informations sur le contenu de ces formations qui sont demandées par le CNFPT. Mais à l'heure actuelle, les seules sollicitations, enfin, en majorité, les sollicitations viennent des travailleurs sociaux, des UTS, alors, c'est pas UTS sur tous les territoires, excusez-moi, c'est des MDS ou MSD, des CCRS ou de partenaires associatifs, de CESF. Mais ça touche des travailleurs sociaux par exemple, des maisons départementales de solidarité, mais ça vient d'une vraie volonté de l'institution, c'est-à-dire ils vous en place, je veux mieux comprendre le caractère un peu Non, structurel. c'est des besoins de terrain, qui remontent. Et c'est un peu là que je suis un peu frustré, c'est qu'on a énormément de besoins qui remontent sur le terrain. Et du côté institutionnel, là-haut, ça ne suit pas forcément. C'est pas dans les axes prioritaires des collectivités. Et il y a ce décalage entre ce qu'on ressent sur le terrain et comment c'est perçu par les collectivités en haut lieu, entre guillemets. Moi, juste Donc, peut-être. Ça s'inscrit pas. Allez. Ça s'inscrit pas forcément ça s'inscrit pas dans un plan de formation de la collectivité. D'où aussi ma question sur le CNFPT. Je voulais compléter par rapport à ce qu'a pu dire Jamal. Je pense que nos formations, elles sont complémentaires. Hein, on n'est pas tout à fait sur les mêmes sujets parce qu'effectivement, toi, Jamal, c'est beaucoup plus technique. Moi, j'avais orienté des associations il y a plusieurs années de ça vers ces formations énergie. C'était des associations qui faisaient des visites à domicile et qui étaient un peu dépourvues justement de formation et d'informations sur comment accompagner les familles quand on va au domicile. Elles étaient le diagnostic était plutôt social que technique. Et justement, ils ont été elles ont fortement apprécié les formations qu'elles ont suivies parce que vous étiez les seuls à le proposer aussi. Tout à fait. Ça a été Merci. très apprécié des associations. Merci beaucoup. Alors, je vois énergétique 04, c'est intéressant aussi, qui font une information à destination des élus notamment. Ça, c'est un levier par rapport. Ça fait écho à ce que vous avez dit. Peut-être vous voulez compléter. Il a le problème de micro. C'est vrai qu'il avait un problème. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah oui. Ah, miracle. Super. Ça y est, vous avez la voix. Oui, donc je voulais simplement intervenir pour expliquer que nous, on propose une information sur les différentes actions qu'on peut mener dans le cadre de la lutte contre la précarité énergétique. Et donc cette information, on a visé cette année plus particulièrement les équipes communales. On se déplace dans les mairies des Alpes de Haute-Provence et ça dure à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Et du coup, on aborde plein de sujets différents, mais notamment la question du repérage des situations de précarité énergétique. Et aussi une présentation des actions que nous, on peut proposer aux potentiels bénéficiaires de nos actions. Voilà. Intéressant. Ok, merci beaucoup pour ce complément, parce que là, du coup, on a vraiment des formations un peu plus courtes pour tout acteur confondu. Ensuite, on a la formation plus technique et plus longue.
la formation aux élus, que je trouve quand même particulièrement intéressante, parce que si on forme les élus, du coup, après, on n'arrive pas au frein que Jamal peut rencontrer sur le territoire, enfin, sur du coup, les départements dont il a la responsabilité. Du coup, je trouve ça très intéressant, cette sensibilisation aux élus qui, du coup, mériterait d'être un peu plus généraliste. En tout cas, c'est mon opinion au niveau de la région PACA. Merci beaucoup. Ah, je vois une question, Kéra. Alors, juste pour vous rappeler quand même, pour la liste des formations, il y a le réseau Rappel qui informe de toutes les formations, région par région, ville par ville. Et la dernière connue, c'est bien sûr, dès qu'il y a un SLIM, il y a une formation pour accompagner les gens. Ça fait partie de l'opération SLIM. Et maintenant, dans le cadre des territoires, vous savez, zéro carbone et autres, il y a des formations d'assemblées solidaires, ça s'appelle. Alors, ça ressemble au compagnon bâtisseur, mais ça s'appelle assemblée solidaire. Très bien. Je mettrai, c'est pareil dans le compte rendu, ce que vous dites. Les liens seront mis, vos interventions et les liens seront mis dans le compte rendu. Donc, je vous rappelle. Et la formation Assemblée solidaire, qui me semble être encore plus longue. Mais si j'arrive à vous retrouver les informations et le détail, ça sera mis également dans le lien. Moi, je peux vous les donner pour l'Assemblée solidaire, parce que je suis en train de former des gens et je regarde toutes les formations. Hein. Super, tu as mon mail, Kéra, donc bien. avec plaisir. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, on a fini pas trop en retard cette fois-ci. Des questions? Non? Ah ben, c'est parfait. Eh ben, l'épineux sujet quel sera justement la prochaine thématique à aborder. Donc, on a entendu parler du reste à charge tout à l'heure. Donc, tant pis, Alec, je vous en avais parlé, tant vous serez témoin. On a votre nom et vos coordonnées, donc on vous contactera. Il y avait également la médiation également, mais ça peut être un tout autre sujet qui peut découler de ce webinaire-là. Donc, quelle thématique vous avez envie de voir aborder? Vous pouvez lever la main ou l'inscrire dans le chat. Alors Je me permets, sans lever la main, oui. Là je reprends une difficulté en effet à connaître les différents seuils pour identifier les ménages précaires, les choses comme ça. Ça pourrait être intéressant. Oui. Enfin, notamment nous en tant que conseillers, que ce soit en individuel, en copro, etc., ça peut être intéressant. Mais je ne suis pas certaine, alors, par rapport à ce sujet-là, qu'on arriverait à tenir 1 heure et notamment à faire intervenir. Ça pourrait être par contre, ça peut être intéressant d'en parler dans un webinaire. Par exemple, si on est sur, je dis n'importe quoi, les aides financières, effectivement, on peut aborder les seuils, mais je l'ai noté, je ne vous oublie pas. On peut aborder les seuils, par exemple, dans les aides financières. Mais ça peut être aussi un des sujets. Pardon? Par exemple. Non, ça pourrait être lié au financement du reste à charge. Et le financement du reste à charge. Peut-être que les trois peuvent se venir ensemble, je ne sais pas. Vous avez vraiment envie de participer? Oui, bien sûr. Très bien. Alors, est-ce que vous avez tous envie, alors tous, je ne sais pas, personne ne répond, mais du coup, est-ce que vous avez, en tout cas, en majorité, envie d'aborder cette épineuse question du fameux reste à charge? Ira? Si on pouvait avoir, dans le cadre du réseau, soit une plateforme, soit un catalogue, je dis ça comme ça, un outil qui, avec des onglets, par exemple, si on cherche formation, si on cherche aller vers, si on cherche sensibilisation, de monter un outil. En fait, c'est un outil qui nous manque. Pour recenser là, tous les acteurs, témoins, etc. C'est ça que tu veux dire? Et qui pourrait être à disposition de tout le monde. Et ça, il est interactif, quoi, je veux dire, parce qu'il faut que ce soit en temps réel.
Une aide à la décision. Une aide à la décision, voilà. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de défi, écoutez. Ça, c'est un autre sujet. Hein. Non, mais bon, On va voilà. réfléchir, je trouve ça intéressant, il faut réfléchir du coup techniquement, Voilà, un et après guide, sur comment c'est alimenté. Voilà, voilà, exactement. Exactement. Oui, bah écoute, je l'ai noté et on peut déjà commencer à y réfléchir pour la prochaine fois et revenir, parce que l'idée du réseau, c'est aussi de revenir sur ce qu'on s'est dit la fois d'avant et revenir après pour vous faire un petit retour de nos réflexions. Ok, Voilà, c'est compiler noté. un peu tout ça là. Voilà, merci. De rien. Alors, le thème la prochaine fois, on reste sur le reste à charge avec ces questions un peu de financement. Oui. Allez, C'est parti. Très bien. Rendez-vous dans 3 semaines. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée Merci. à tout le monde. Au revoir. Au revoir.